Bismillahirrahmanirrahim. On aborde la partie clinique concernant le cours de l'hyperandrogénémie. Donc pour les gens qui sont nouveaux, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Maximisez vos partages pour que les bénéfices atteignent le maximum nombre des étudiants. Donc on va voir la conduite à tenir. Quelle est votre conduite à tenir devant un hyperursitisme ou bien hyperandrogénémie ou bien un ursitisme qui est la symptomatologie ou bien un signe révélateur qu'on a déjà cité dans la partie précédente. Donc, avant tout, on commencera toujours bien sûr par l'interrogatoire, la compétence que tout médecin doit acquérir. Un interrogatoire ou bien un interrogatoire, une enquête policière doit être faite. Premièrement, vous allez rechercher une prise médicamenteuse. Il s'agit des médicaments qui peuvent causer cette hyperandrogénémie. C'est les corticoïdes et les androgènes. Ça nous fait rappel au hypercorticisme où on avait vu le rôle de la prise de corticothérapie. Ça peut donner signe d'ursitisme. Recherchez deuxièmement l'ancienneté de cet ursitisme. Est-ce qu'il a une apparition pré ou post-pubertaire? La conduite va différer. Aussi, recherchez l'évolutivité de la pilosité. Est-ce que cette évolutivité elle est progressive ou explosive? Donc toute symptomatologie qui est explosive, ça c'est pour vous, elle est en faveur malheureusement d'un processus tumoral qui est malin. Donc toute symptomatologie qui est brutale, toute symptomatologie qui est explosive, qui est rapide d'installation, elle est en faveur, faites attention, d'une néoplasie, d'une pathologie tumorale maligne. Recherchez le statut ovarien de la femme, donc date des premières règles, est-ce que les cycles sont réguliers ou non, voir est-ce qu'il s'agit d'épisodes d'aménorrhée, ça nous fait rappel à l'aménorrhée, le cours qu'on avait vu précédemment dans la gynécologie, vous pouvez consulter à tout moment. Donc nous sommes en train de suspecter un syndrome des OPK, des ovaires polykystiques. Recherchez aussi l'origine géographique de la patiente, donc ça diffère. Donc l'hyperpilosité ça diffère, donc si c'est des femmes méditerranéennes, donc ils sont plus ursites que d'autres races, donc scandinaviennes ou bien asiatiques par exemple. Donc les femmes méditerranéennes, l'origine africaine, donc sont hyper ou bien plus ursites que d'autres femmes. Nous allons avoir ça dans l'évaluation de la pilosité dans un bilan ou bien dans un interrogatoire ou bien dans un questionnaire qu'on va détailler. Donc notion aussi de l'hyperpilosité familiale, pourrait être d'une forme familiale ou bien d'une maladie génétique. Donc ça c'est premièrement pendant l'interrogatoire. Je répète, toute symptomatologie explosive, c'est en faveur d'un processus tumoral malheureusement malin. Par contre, si elle est progressive, plus ou moins nous sommes dans la bénignité. Deuxièmement, vous allez passer à votre examen clinique. Donc vous devez s'assurer du caractère androgéno-dépendant de cette hyperpilosité. Comme quoi éliminer un hypertrichose. C'est pour cela qu'on a insisté sur la partie précédente. Hypertrichose, je répète, c'est un excès de pilosité dans des zones qui devraient être poilues normalement. Donc il s'agit d'un hypertrichose et nécessite aucun bilan, aucune investigation endocrinienne. Par contre, s'il s'agit, je répète, d'une hyperpilosité dans des zones qui devraient être glabres, donc ils sont en relation avec une hyperandrogénémie, ou bien androgéno-dépendant, c'est le terme. Donc là, éliminer premièrement un hypertrichose. Là, c'est le score qu'on est en train de parler dans la plaque précédente. Donc c'est le score de Ferryman et Galway. Donc ça va évaluer la sévérité de l'ursitisme. Donc ce dernier, il va quantifier le degré de la poussée des poils de 0. 0 c'est absence de poils, jusqu'au 9 pour les régions du corps. Donc 0 absence de poils, 4 poils abondantes dans 9 régions du corps et on a donc un score. Si ce dernier il va revenir, donc on va évaluer sur 9 régions, chacune de 0 à 4 et on va faire notre total. Si le score il est supérieur à 8, là il s'agit d'un ursitisme. J'insiste sur le score de Ferryman et Galway. Donc je répète, parmi les critères de poser le diagnostic d'un ursitisme, donc c'est un score de Ferryman plutôt et Galway qui est supérieur à 8. Donc le voilà. Donc c'est l'évaluation et recherche dans les localisations
qui sont à noter. Les lèvres, donc toujours à évaluer de 1 à 4. 0 absence, 4, c'est le maximum. Donc, les lèvres supérieures, premièrement. Le menton, donc tout ça est à évaluer dans votre inspection. La poitrine, donc ce sont des zones, je répète, tout ça sont des zones qui devraient être glabres, je répète. La partie supérieure du dos, la moitié inférieure du dos, la moitié supérieure de l'abdomen, la moitié inférieure de l'abdomen, donc les bras, les cuisses, les jambes et dernièrement l'avant-bras. Donc surtout les premières zones, donc qui devraient être glabres, donc les lèvres, les mentons, la poitrine, donc ces zones-là devraient être glabres et elles posent un problème donc d'origine androgéno-dépendant. Donc vous allez évoluer chaque localisation, c'est 9 localisations. De 0 à 4, vous allez calculer votre total. Et si vous avez un score supérieur à 8, donc ça c'est un hirsutisme. J'espère que c'est clair jusqu'à là. Je suis sur la classification de Ferryman et Gallwey. Donc supérieur à 8, ça c'est pour vous. C'est un hirsutisme et nécessite d'autres investigations ou bien la continuation dans la conduite à tenir. Donc suite à ça, rechercher d'autres signes de virilisation. Donc, c'est ce qu'on avait vu précédemment dans la clinique. Donc, les virilisations, vous allez rechercher les golfes temporaux, l'alopécie. Vous pouvez consulter la partie précédente pour mieux comprendre. Rechercher au niveau mammaire d'une hypotrophie mammaire. Un examen gynécologique, surtout. Ça va vous montrer une hypertrophie clitoridienne. Donc, si on vous pose la question, les signes de virilisation, ça on a déjà vu précédemment. Donc c'était un hirsutisme en association avec des sinus cutanés, des golfes temporaux, d'alopécie de type androgynique. Au niveau mammaire, hypertrophie ou bien hypotrophie mammaire avec une hypertrophie clitoridienne. Faites attention, un examen gynécologique fait partie de votre conduite à tenir. D'autres signes d'hypercorticisme, ça nous fait rappel au syndrome de Cushing. Vous allez voir d'abord parmi ou bien un hirsutisme ou bien un syndrome de virilisation peut être révélateur d'un syndrome de Cushing. On va voir ça dans juste quelques plaques. Et la notion de galactorée. Aussi, vous pouvez apprécier le morphotype de la femme, le poids, taille, l'indice de masse corporelle, la pression artérielle. Donc tout ça, c'est des complications qu'on a vues au cours de l'hypercorticisme. Et la présence ou pas d'un acanthosis nigricans. Nous allons voir cette lésion. Donc là, premièrement, donc ça c'était un hirsutisme. Donc ce sont des poils, je répète, dans des zones qui devraient être glabres. Faites attention à confondre ça avec de l'hypertrichose. Et le voilà, la lésion là, cet aspect. Donc l'hyperpigmentation des plis, de la nuque, les plis cutanés ou bien du coude. Donc ça, on appelle cette dernière, c'est l'acanthosis nigricans. Donc c'est un signe à rechercher devant une hyperandrogénémie. Donc si on résume, donc votre conduite à tenir après l'anamnèse précisée, je répète, la prise médicamenteuse. Est-ce que cet hirsutisme est en train de développer de façon qui est brutale, qui est explosive ou progressive pour s'orienter vers le diagnostic? Recherchez aussi, bien éliminer une hypertrichose. Évaluez votre femme si elle est supérieure à 8 concernant la classification de Ferryman et Gallwey. Donc vous allez continuer à rechercher les signes de virilisation, apprécier le morphotype et rechercher les complications ou un syndrome de Cushing qui est en train d'être révélé par cette symptomatologie. Là voilà, je répète l'hirsutisme. Là c'est l'acanthosis nigricans. Ça vous allez rechercher dans votre inspection ou bien dans votre examen clinique. Ça, ce qu'on est en train de dire, c'est un hirsutisme. Qu'est-ce que vous voyez là? Donc la nuque de bison, donc le visage érythrosé. Donc c'est un hirsutisme révélant une maladie de Cushing. Donc vous voyez là l'obésité de type androïde, un visage arrondi. Donc vous pouvez consulter le cours précédent pour plus d'informations. La nuque de bison, donc qui est lésion pathognomonique, ça c'est un hirsutisme qui est en train de révéler une maladie de Cushing. Donc ça on avait dit dans l'hypercorticisme pourra s'agir de deux pathologies en même temps, hyperandrogénémie en association avec un hypercorticisme, maladie de Cushing.
Là, c'est un tableau qui est à retenir. Donc les causes, donc ça c'est primordial. On a deux causes, je répète, des causes qui sont non tumorales et des causes qui sont tumorales. J'insiste sur ce tableau-là, vous devez être censé de différencier ou bien s'orienter vers la pathologie, soit tumorale ou non. Donc c'est concernant le début, concernant l'évolution, l'intensité et les signes de virilisme. Donc dans la pathologie non tumorale, là je demande votre attention, elle va survenir en péripubertaire, c'est un trouble hormonal. L'évolution elle est lente et elle est progressive. L'intensité elle est modérée, je répète. Et les signes de virilisme sont exceptionnels. On a un hirsutisme, mais on n'a pas, très rarement des signes de virilisme. C'est pour cela qu'on a insisté sur l'aspect clinique. Donc c'est pour s'orienter vers le type de la pathologie. Par contre, si vous avez une cause tumorale, le début va être raison au moment de la puberté, donc à l'âge adulte. L'évolution elle est très rapide et explosive. Donc on est lointain des troubles hormonaux. Donc ça c'est une masse ou bien c'est une tumeur sécrétante. L'intensité elle est très importante et vous allez noter là le signe de virilisme qui va vous orienter mieux vers une cause tumorale. Je répète, cause non tumorale prépubertaire lente, intensité modérée avec un hirsutisme exceptionnel. Par contre, une cause tumorale d'apparition elle est récente, à un âge adulte, rapide et explosive, c'est facile à diagnostiquer, d'une intensité qui est importante avec un virilisme qui est présent souvent dans ces cas. Donc c'est primordial comme compétence de savoir s'orienter de type de la pathologie tumorale ou non. Bien sûr, ça va différer dans la prise en charge et dans la thérapeutique. Donc, nous sommes finis avec la clinique. On va passer maintenant par la clinique les examens complémentaires. Donc, comment allez-vous justifier vos examens complémentaires devant ce tableau clinique? Notez-vous bien que le dosage hormonaux doivent être réalisés le matin, entre 2e et 6e jour du cycle, c'est à retenir, souvent posé comme thème d'examen, ça ne sert à rien de doser en dehors de ces normes. Donc le matin, premièrement, entre 2e et 6e jour du cycle, où on n'a pas de perturbation hormonale. En première intention, qu'est-ce que vous allez demander? Donc vous allez demander seulement 2 tests. Là, je demande votre attention aussi. Donc vous allez demander en première intention, si on vous pose la question, souvent elle est posée cette dernière, quel est votre bilan de première intention devant un hirsutisme, ou bien du syndrome de virilisation? Vous allez demander que 2 dosages. Premièrement, le taux de testostérone total et la 17-OH progestérone de base, donc qui va témoigner d'un déficit de 21 hydroxylase. Donc premièrement, taux de testostérone total supérieur à 1,5 nanogramme ou bien supérieur à 2 nanogrammes par millilitre, c'est une étiologie tumorale. Donc il ne s'agit pas d'un trouble hormonal qui va donner un taux de testostérone supérieur à 1,5 ou bien 2 nanogrammes par millilitre. Donc dès que vous allez, vos bilans vont revenir supérieurs à 2 nanogrammes par millilitre de testostérone, donc c'est une pathologie qui est tumorale. Deuxièmement, le 17-OH progestérone de base, donc ça va témoigner d'un déficit de 21 hydroxylase. Donc ça va, par déficit de cette enzyme, on va noter l'accumulation toujours de son précurseur, qui est le 17-OH progestérone. Deuxièmement, si vous avez un taux inférieur à 2 nanogrammes par millilitre, ça va éliminer le diagnostic de ce déficit. Et si vous avez un taux supérieur à 5 nanogrammes par millilitre, il va affirmer le diagnostic de déficit de 21 hydroxylase. Donc, 2 causes à rechercher premièrement, soit une cause tumorale par un taux de testostérone total, ou bien un déficit enzymatique, ce sont les 2 causes plus fréquentes, par le dosage, je répète, du 17-OH progestérone de base. Donc, testostérone nous oriente vers une pathologie tumorale. L'accumulation du précurseur 17-OH va nous orienter vers un déficit de 21 hydroxylase. Je vous invite à prendre les chiffres en considération pour être une question de conduite à tenir dans un contexte clinique. Donc, inférieur à 2, éliminer le diagnostic de ce déficit. L'accumulation de précurseurs, donc ça c'est la base, affirme le diagnostic de ce déficit enzymatique. On va voir ça donc dans la troisième partie sur le diagnostic étiologique.
Deuxièmement, en deuxième intention, donc je répète, en première intention, faites attention, seulement deux tests. Faites attention de commettre cette erreur, testostérone total ou le 17-OH progestérone. Si on ne trouve pas ces deux pathologies ou bien ils vont revenir négatifs, là on va passer aux examens complémentaires de deuxième intention. Donc ils sont, premièrement, le SDHEA, le 4-androsténodione, le test aussi Nactène, et en fonction clinique, oui, en fonction de l'orientation clinique, vous pouvez, le CLU, ça on avait vu précédemment dans l'hypercorticisme, en cas de syndrome de Cushing, le dosage de prolactine si on suspecte une galactorée ou bien un prolactinome, ça vous avez vu ou bien vous allez revoir dans les tumeurs anti-hypophysaires. Donc en deuxième intention, le SDHEA, s'il s'agit bien que seulement si le testostérone total est supérieur à 1 nanogramme par millilitre. Donc on notera une augmentation très importante du SDHEA au cours du tumeur de la corticosurrénale. Donc si vous avez un taux de testostéronémie supérieur à 2 nanogrammes par millilitre, c'est une étiologie tumorale. Si ce taux-là n'est pas très élevé, donc vous pouvez rajouter le dosage donc, du SDHEA. Si ce dernier revient très augmenté, c'est une tumeur cortico-surrénale. Le D4-androsténodione, il n'a pas d'intérêt diagnostique. Autre test, donc en deuxième intention toujours, c'est le test aussi Nactène. Donc toujours l'économie de santé. On prescrit les examens de première intention qui vont nous faire orienter vers les pathologies les plus fréquentes. Après ça, on va passer aux deuxième intention où on va rechercher d'autres pathologies plus particulières. Donc d'autres causes, c'est le test aussi Nactène ou bien le test de stimulation à la CTH. Ce dernier, il est indiqué ici. Le dosage de 17-OH progestérone est situé entre 2 et 5 s'il n'est pas concluant. Donc supérieur à 5 affirme le diagnostic, inférieur à 2 élimine le diagnostic, rien à discuter. Mais si ce dernier il est douteux, il est situé entre 2 et 5, on va passer, j'espère que vous êtes en train de citer tout ce qu'on est en train de dire, vous allez passer en deuxième intention vers le test aussi Nactène. Donc c'est un test aussi Nactène, injection de 0,25 mg. Donc, et on va noter un taux supérieur à 10 nanogrammes par millilitre. Faites attention. De 17-OH, progestérone. Donc, et ça va témoigner, ou bien ça va nous affirmer le bloc de 21 hydroxylase. Donc je répète, si le taux de testostérone n'est pas trop élevé, associez le SDHEA pour confirmer l'origine ou bien les tumeurs cortico-surrénaliennes. Si deuxièmement, le 17-OH progestérone, donc les deux examens clés, ou bien les deux bilans clés, il est douteux, il est situé entre 2 et 5, là vous allez rajouter un test aussi Nactène pour confirmer et affirmer votre diagnostic de bloc de 21 hydroxylase. Dernièrement, en cas d'orientation clinique, vous pouvez faire un cortisol libre urinaire total. Je répète ça, on avait vu dans l'hypercorticisme. Si on est en train de suspecter un syndrome de Cushing, vous pouvez rajouter au votre bilan clinique le taux de prolactine. Donc si vous suspectez ou bien si vous avez une galactorée et vous suspectez un prolactinome, donc tout ça sont des examens cliniques, je répète, de deuxième intention, soit le SDHEA, soit le test aussi Nactène, voire le cortisol libre urinaire ou bien le prolactinome. Donc ça, ce sont des examens de deuxième intention. Je répète, en première intention, souvent c'est une question posée comme thème d'examen. Vous allez prescrire que deux examens qui sont testostérone total pour rechercher pathologie tumorale, l'enzyme clé, 17-OH progestérone pour rechercher un déficit en 21 hydroxylase. Ce sont les deux étiologies à rechercher au premier plan. Et dernièrement, en troisième plan, la visualisation des ovaires et des surrénales. Si vous suspectez dans l'ovaire le syndrome d'ovaire polykystique, ça va sécréter les androgènes, ou bien une tumeur surrénalienne. Donc une échographie et un scanner abdominopelvien qui sont à prescrire en troisième intention. Donc je répète, première intention, les deux dosages hormonaux qu'on a déjà cités. Deuxièmement, le reste pour confirmer. Troisièmement, donc la visualisation des ovaires, des surrénales,
l'échographie et un scanner abdominopelvien. Donc ça, c'était tous les points forts concernant la partie clinique dans un syndrome, ou bien devant un hirsutisme, devant une virilisation, devant une hyperandrogénémie. Donc il ne restera que le traitement étiologique et la prise en charge, le traitement de ces cas. On va l'aborder dans la troisième et la dernière partie. Toujours du bon courage dans vos préparations, chers collègues. Un maximum de partage comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.